c'est un super héros. Je crois même qu'il a des pouvoirs magiques. Un jour, il a soulevé 2 gros sacs de riz pesant 500 kilos minimum chacun. J'avais oublié le jour où il a poussé une voiture tout seul. J'ai bien dit tout seul. Il n'était même pas fatigué, ni rien. Waouh, j'avoue qu'il est fort. Je t'avais pas dit? Le jour où il a appuyé sur la poignée. Et paf! La poignée s'est brisée sous mes yeux. J'étais là. J'espère vraiment qu'un jour il me dévoilera son secret. Je veux être aussi fort que lui. Gambar Power, la boisson de nos héros. Bonjour Eric, je suis heureux de te retrouver 1 an après nos derniers entretiens à cœur ouvert. En 1 an, tu as énormément bougé et nous allons tenter de faire un point sur tes dernières aventures. Mais tout d'abord, une question très importante, comment vas-tu ? Bonjour Jocelyn, eh bien écoute, je vais très bien, en pleine forme, en pleine santé, plein de projets. Et puis toujours l'esprit positif, rien n'a égratigné encore cette vision positive que j'ai de la vie en général et de ma vie en particulier. Cette année, nous t'avons beaucoup vu en Afrique et particulièrement au Sénégal. Peux-tu nous expliquer ce que tu y fais exactement ? Alors effectivement, je suis aujourd'hui basé en grande partie en Afrique. J'ai bougé dans différents pays en Afrique et notamment le Côte d'Ivoire. Et j'ai décidé de poser un peu mes valises sur le Sénégal et à Dakar, où j'y exerce le métier que je connais, qui est un métier qui touche le sport, la jeunesse et la santé, où tout doucement je suis en train de continuer à faire bien sûr la promotion de la marque Eric Favre, puisque la marque Eric Favre m'appartient et que mon métier et mon devoir aujourd'hui, c'est de continuer la communication de cette marque Eric Favre dans le périmètre sport et santé. Et c'est pour ça que je sponsorise, je soutiens des événements dans la lutte, dans le kickboxing, dans le taekwondo, le bras de fer. Voilà, j'essaye d'apporter mon expérience, mon énergie et ma volonté de développer le sport en Afrique au service de la jeunesse. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'en Afrique, 70% de la population a moins de 25 ans pratiquement, et que ces jeunes aujourd'hui sont un petit peu perdus, sont comme chez nous, il n'y a plus de réels modèles, plus de vraie vision de ce que pourrait être leur avenir. Et je pense qu'à travers le sport et puis l'entrepreneuriat, puisque c'est aussi de l'entrepreneuriat, on peut leur donner un peu d'espoir et puis surtout leur donner une vision de comment ils vont pouvoir demain s'occuper de leur propre vie et surtout celle de leur famille ou de leur village. Alors en t'écoutant, je comprends quand même que pour l'instant c'est beaucoup d'investissement. Quel est ton modèle économique là-bas et est-ce vraiment rentable pour ta marque ? Alors, effectivement, aujourd'hui, je suis dans une phase d'investissement, c'est-à-dire que j'investis 100%, voire plus, que de tous mes royalties aujourd'hui qui étaient dispatchés autrefois sur différentes contrées. Je les ai concentrés aujourd'hui sur l'Afrique. Donc j'investis autour de la marque Eric Favre pour faire la promotion de cette marque Eric Favre dans le monde du sport et de la santé. C'est un investissement que je fais moi à 100% sans aucun retour sur mes investissements, puisque c'est un retour que je ne peux pas calculer, puisque c'est le laboratoire en vendant les produits. Je pourrais le vérifier d'ici 1 an ou 2 en voyant la progression du chiffre d'affaires dans les différentes zones. Mais il faut savoir aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, le monde devient un grand village et que quand je communique aujourd'hui, que ce soit en Afrique, en France, à Dubaï, à Los Angeles, comme je l'ai fait autrefois, on a un public qui suit la marque, qui suit un petit peu, je dirais, mes aventures, tel Tintin au Congo, et qui, quelque part, les capte. C'est utile pour l'Afrique, mais c'est également utile pour la marque au niveau international, puisque j'ai énormément de retours de tous mes clients au niveau international pour ce que je fais aujourd'hui en Afrique, où ils trouvent que déjà c'est audacieux, courageux, et ça les fait, comme ils disent, kiffer, quoi, en fait. En ces temps où une partie de la jeunesse africaine aspire à gagner l'Europe, je pense que tu t'en rends compte là-bas, toi tu décides de t'implanter en Afrique et de créer de la richesse. Alors plusieurs questions en une.
Comment es-tu perçu là-bas? Ne crains-tu pas de tomber dans le cliché du blanc paternaliste? Ou comme je le pense personnellement en te connaissant, les rapports sont bien plus simples et plus professionnels que ça. J'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que tu le vis en direct. Eh bien écoute, effectivement, je passe mon temps déjà en Afrique à leur dire de ne pas venir forcément en France ou en Europe, que ce n'est pas le paradis, même si pour eux, tant qu'ils n'ont pas vécu cette expérience, ils ne le comprennent pas parce qu'en Afrique, ils vivent au jour le jour. Leur principal souci, c'est de pouvoir se nourrir et nourrir leur famille, de pouvoir s'abriter. On a un salaire moyen qui est à, on va dire, 150 €. Donc quand ils entendent leurs aînés, leurs familles ou leurs amis qui viennent en France et qui touchent 800 ou 900 € et qui ont des aides tout le tour du ventre, pour eux c'est l'Eldorado et c'est le paradis. Et quand ces gens qui sont en France aujourd'hui retournent au Sénégal, ils ont un devoir d'ego un petit peu de montrer que leur choix était le bon et ils le viennent avec plein de cadeaux qui pour nous sont des cadeaux simples, mais pour là-bas, la famille, ils ont l'impression que c'est le tonton d'Amérique d'autrefois qui rentre de France ou d'Europe avec des moyens colossaux. Et moi, étant français et vivant, je dirais, l'aventure française et voyant comment vivent nos immigrés, je veux dire aujourd'hui, avec toutes les tensions qu'il y a actuellement à ce niveau-là, pour pouvoir les fréquenter en permanence aussi bien en France qu'en Afrique, je dirais que ça m'a ouvert l'esprit d'une manière beaucoup plus importante, en étant sur le terrain également. Donc ce que j'essaye, c'est dans le milieu du sport, c'est de faire en sorte qu'ils puissent rester en Afrique, mais pour ça, il faut construire des structures et construire une envie d'y rester. Et mon challenge, c'est de me dire, bon, bah, d'ici 2-3 ans, j'aurai des structures avec 100% africaines et sénégalaises, et après ivoiriennes et autres, qui permettront à des athlètes de rester chez eux, de se préparer correctement pour pouvoir aller affronter des athlètes à l'international, mais tout en restant 100% africain. Je suis pour le panafricanisme à fond aujourd'hui, c'est clair. Et faire venir des étrangers, des Français, je dis des étrangers, mais faire venir des Français, des Européens, là-bas en Afrique pour se préparer, parce que franchement, se préparer à Dakar, à Saly ou à Saint-Louis, c'est quand même mieux que d'être en banlieue parisienne, dans des locaux où on est au bord du périph' et des choses comme ça. Là-bas, ils ont de l'or en barre dans les mains pour pouvoir faire des bonnes choses. Donc voilà, c'est ma vision. Tu sais que j'ai toujours été un peu idéaliste. J'ai retrouvé en plus des sensations là-bas en Afrique que je n'avais pas ressenties depuis 50 ans. Mes sensations d'enfant, de la famille, du village, de se débrouiller, du système D pour pouvoir survivre, pour pouvoir s'en sortir. La joie. On danse, on chante, et pourtant on ne sait pas ce qu'on va manger la semaine d'après. Donc tu sais, depuis que je suis gamin, j'ai toujours aidé le moins fort de l'école, le moins machin, etc. Et donc bah, je pense que pour finir ma vie, après ce que j'ai vécu ici en France, où je me suis donné pendant 30 ans corps et âme pour pouvoir défendre le drapeau français et ce qui m'est arrivé, et aujourd'hui je suis complètement obsolète dans le système français, je l'accepte. Mais je ne me vois pas à la retraite, donc je me dis je vais amener mon expérience, mes compétences, mon énergie, mon amour que j'ai de la liberté et de l'entrepreneuriat, et je vais l'amener dans un pays où pour moi rien n'est fini, c'est pas trop tard, et je me sens aujourd'hui vraiment 100% africain. Pour revenir à ton actualité au Sénégal, ton actualité d'entrepreneur et pour parler sport, explique-nous la lutte sénégalaise. C'est quoi? Sa popularité là-bas, ses règles, ses stars, l'argent que ce sport génère, on ne connaît pas nous ici, donc explique-nous ça. Alors effectivement, la lutte sénégalaise, c'est vraiment un sport qui est 100% sénégalais. La lutte est connue dans le monde entier puisque la lutte est au niveau des Jeux Olympiques. Mais la lutte sénégalaise a de spécifique, elle a des règles à elle et qu'elle a les points. C'est-à-dire qu'on peut donner des coups, ce qui n'est pas le cas de la lutte traditionnelle. Et il y a un côté très culturel, je dirais même mystique autour de la lutte. Et comme la lutte aujourd'hui et pendant longtemps a été le premier sport national, qui a été aujourd'hui dépassé bien sûr par le football, et puis il y a des sports comme le basketball qui arrivent, etc. Mais la lutte reste le sport national, le sport culturel, où tous les gamins font de la lutte sur la plage et rêvent de devenir des stars de la lutte, comme le sont Bombardier, Tafatine, Homosen, Balaguer, Gribourdeau, Modelot, et puis j'en passe plein, et les anciens, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans leur gène et dans leur ADN. Et on a besoin aujourd'hui de moderniser un peu ça, de le professionnaliser.
Il ne faut pas oublier quand même que la lutte, c'est un sport qui remplit des arènes à 20 000 personnes, et ça plusieurs fois par mois. Il y a beaucoup aujourd'hui de promoteurs français qui aimeraient avoir au moins la moitié ou le quart de celle-là. C'est magique, c'est fantastique, c'est une ambiance qui est énorme. C'est à l'africaine. Il y a beaucoup de folklore, de culture et autres. Et un lutteur aujourd'hui peut gagner entre 1 000 € et 150 000 € pour les plus grands. Donc c'est un sport aujourd'hui qui est extrêmement important pour une raison qui est très simple. Quand vous avez un athlète du MMA et autres qui gagne 150 000 €, vous allez le voir avec la Ferrari, la Rolex et des trucs comme ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en Afrique, quand cet athlète gagne 150 000 €, c'est toute une région, tout un village qui fait vivre. Donc c'est d'une importance qui est capitale. Quand vous avez un athlète lutteur qui se déplace, il déplace avec lui sa région. Donc il y a une fierté d'avoir la force du lutteur dans l'arène, mais c'est comme un travail, puisque ce lutteur, s'il gagne, va gagner de l'argent et va le redispatcher, le redistribuer à l'ensemble de la région, du village et de la famille. Et ça, tu vois, à chaque fois que j'en parle, ça me donne des frissons, ça me donne envie vraiment d'y participer, parce qu'effectivement, tu te sens avec un sens commun et utile pour aider la région et le village. Donc c'est puissant, c'est très puissant. Et il faut essayer de préserver ça, mais en le professionnalisant, en leur amenant des vrais entraîneurs, des vraies préparations physiques, comme on a fait avec Tafatine, que j'ai envoyé à Abidjan, Eric Favjim, etc. Et puis essayer de diminuer un peu cet impact mystique, parce que ça ne sortira jamais des frontières sénégalaises autrement. Quand des gens viennent voir un combat de lutte dans l'arène avec tous ces côtés mystiques, gris-gris et autres, ça choque. Mais ça reste un sport sénégalais et il faut en être fier. Et il ne faut pas vouloir non plus le dénaturer. Et c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu avec le CNG, qui me fait confiance, avec lequel on a organisé à Saint-Louis le Grand Prix du drapeau du président, où je suis extrêmement fier, mais avec beaucoup d'humilité, d'avoir su réunir en un soir tous les grands lutteurs du Sénégal ensemble, parce que d'habitude ils sont toujours en train de se taper dessus, se cogner et autres, et ils ont tous dansé, parce qu'il y a beaucoup de danse. La touche ou d'autres danses comme ça, chaque région a sa danse spécifique avec ses lutteurs, et quand il y a de la lutte, pendant le show de lutte, ils viennent tous faire un peu de la provoque, etc., ou des démonstrations et autres pour pouvoir appeler les esprits et appeler de l'énergie. Donc c'est un sport qui est magique, mais il faut le comprendre. Si on le regarde comme ça, tu prends ton billet de Paris à Dakar, tu vas là-dedans et que tu regardes, tu dis mais c'est beaucoup plus profond que ça en fait. C'est comme tout, quand on ne connaît pas, on juge ou on critique. Quand on s'y intéresse, on y voit beaucoup d'aspects profonds et d'intérêt. Alors du coup, tu amènes ma prochaine question. Comment tu intègres ta marque dans ce sport? Et fais-tu des ponts entre ce sport national au Sénégal et d'autres sports que tu sponsorises et que tu soutiens depuis des années? Bien sûr. Moi, mon but aujourd'hui, déjà pour la lutte, je suis le 14 octobre, Fabio Pinca, qui est un grand combattant de Muay Thai, aujourd'hui fait du MMA, organise des événements de MMA. Et le 14 octobre, il fait Octogone 2. Et là, je vais amener Bombardier et Tafatine, qui sont tous les deux à plus de 1,90 m et plus de 140 kg dans les poids lourds, pour pouvoir, Tafatine va combattre le champion du monde de Muay Thai thaïlandais dans la cage, ici à Villefranche-sur-Saône, au Parc des Expositions. Et Bombardier va combattre un combattant australien, néo-zélandais, donc du même gabarit, et j'amène un autre Sénégalais. Donc là, je fais un pont en amenant des lutteurs sénégalais dans le MMA en France, pour pouvoir faire un pont et amener cette culture, je dirais, de la lutte et dans le MMA et en France, pour que les Sénégalais soient fiers d'avoir leurs guerriers ici, qui vont aussi dans un sport qui est un sport mondial et moderne. Et voilà, c'est une vraie fierté de faire ça. Je remercie d'ailleurs Fabio Pinca de m'avoir laissé cette opportunité et laissé l'opportunité à ces athlètes sénégalais de pouvoir venir dans son organisation pour pouvoir relever le défi. Après, j'ai organisé, on s'occupe du Strongman, que je veux lancer en Afrique. C'est pas très connu, il n'y a pas d'organisation, donc on va
commencer les premières compétitions l'année prochaine. On est en train de constituer le matériel, les équipes. Il faut tout faire en fait, les associations et autres. Les bras de fer, j'ai envoyé il y a 3 semaines 3 athlètes. Au dernier moment, ils étaient perdus, ils n'avaient pas de moyens, il fallait aller au Ghana pour pouvoir faire les championnats d'Afrique, pour pouvoir être qualifiés et qualifier le Sénégal pour les championnats du monde. Je les ai accompagnés, je les ai aidés. 3 athlètes sont revenus avec 5 médailles et qualifications pour les championnats du monde pour le Sénégal. Je suis super fier d'eux. Et du coup, on a fait hier, le 13 juillet, un Open à Hambourg Training, où ils ont invité beaucoup de jeunes à cet Open. C'est pour démocratiser un petit peu le bras de fer et puis canaliser la jeunesse dans des sports un petit peu différents. Tout le monde ne peut pas faire que du foot et de la lutte ou du basket. Et puis le bodybuilding, le fitness, tous ces sports-là, je vais m'occuper à les développer, à aider la jeunesse à se trouver une identité là-dedans et surtout une vocation et la capacité de pouvoir aller faire des compétitions après à l'international. Sur les réseaux sociaux, on te voit avec des personnalités du pays. Oui. Sans langue de bois, hein. Qui sont tes soutiens sur place? C'est des politiques, des people, des artistes. Et comment arrives-tu à éviter les pièges de la corruption dans des pays où c'est monnaie courante, il me semble? Mon soutien, c'est le peuple. Et seulement le peuple. J'ai la chance d'avoir gagné ma vie ici pendant des années. J'investis sur mes propres deniers. Je n'ai jamais demandé aucune aide, aucun soutien. Je suis là pour me donner et au service du peuple sénégalais et de l'Afrique en général. Et je sais très bien qu'il ne faut jamais rien demander quand tu viens dans un pays qui n'est pas le tien. Mon devoir, c'est de lui donner puisqu'il me reçoit. Et c'est de me mettre à son service honnêtement, sincèrement, pour pouvoir aider comme on doit le faire. Si c'est demander du soutien et que des aides tout de suite quand tu arrives sans avoir fait tes preuves, c'est plus de l'aide, c'est du business, c'est à la française quand on est subventionné. Je ne veux pas ça. Je n'ai jamais voulu, même ici en France, c'est pas là-bas en Afrique que je vais le vouloir. Par contre, je vais en profiter pour dire quelque chose qui m'a énormément touché. Tu sais, pendant 30 ans, j'ai été entrepreneur en France. Je suis entrepreneur en France. J'ai fait beaucoup de choses, bien, moins bien peut-être, mais toujours avec le cœur, toujours en me donnant à 100%, en étant passionné, en essayant de faire le bien autour de moi. Je n'ai jamais eu un merci. J'ai eu que des colibets, des jalousies, des critiques. On m'a toujours prêté des intentions qui n'étaient pas les miennes. On m'a inventé ma vie à 1000 reprises. Au Sénégal, ce que j'ai fait, je l'ai fait comme je l'ai fait en France au départ, avec mon énergie, mon cœur, ma passion. Et c'est la première fois de ma vie que je vais dans la rue et que des gens me disent merci, merci pour le Sénégal, merci pour la lutte, merci pour notre peuple, etc. Et c'est en toute humilité, mais c'est quelque chose qui vous remplit et qui vous donne envie de faire partie d'eux, de devenir sénégalais. Et de me donner à fond parce que je sais que c'est quelque chose qui est utile et vraiment utile pour eux et pour la collectivité en général. Et ça, c'est quelque chose qui m'a complètement convaincu d'aller prendre des risques. Toute ma vie, j'ai pris des risques. C'est le métier d'un entrepreneur de prendre des risques. Et souvent, on me dit, mais tu es en Afrique, là-bas, tu vas te faire enlever, il y a la corruption, on va te manger, ils vont t'arnaquer. Je dis, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire après 30 ans d'entrepreneuriat en France, de ce qui m'est arrivé ici en France? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Rien. Donc à un moment donné, je continue mon devoir, mon destin, c'est ma destinée en fait, c'est d'entreprendre, c'est d'aider, c'est d'être bienveillant et puis d'assumer mes responsabilités quand il y a des difficultés qui se présentent sur le chemin. Tu es également actif dans beaucoup d'autres pays. Je sais notamment que tu étais, il me semble, il n'y a pas longtemps aux États-Unis. Tu peux nous en dire plus parce qu'on a beaucoup parlé du Sénégal, mais c'est vrai que tu es aussi à Dubaï, tu es aussi... Explique-nous un petit peu ce que tu vas faire là-bas. Alors bien sûr, la marque Éric Favre reste internationale. Ma base avant était le Luxembourg, Dubaï, la France. Maintenant, ma base, c'est le Sénégal. Et je continue à tourner dans le monde entier. Il y a un mois, j'étais à Los Angeles. Je me suis entraîné comme je le fais depuis des années au Gold Gym. J'ai retrouvé tous mes amis, que ce soit Charles Glass, Mehmet Elidrim, etc. J'ai eu la chance aussi de recroiser le frère de Sylvester Stallone, Frank Stallone, avec son coach Alex, il y a une petite histoire autour de mes casquettes parce que Sylvester Stallone met tout le temps mes casquettes, il les adore et autres parce que je l'avais rencontré il y a quelques années.
Et voilà, il y a un lien affectif pour moi. Et c'était bon, Gold Gym reste mon rêve de gamin. C'était Arnold et toutes les stars hollywoodiennes. Et on en croise encore pas mal là-bas. Et puis la vie a fait qu'en 2019, tout a basculé. Donc il y avait beaucoup de projets à Dubaï, aux États-Unis, en Inde, en Chine, etc. Certains ont continué puisque la marque était déjà bien ancrée et qu'on avait amorcé des choses. D'autres sont tombés, comme Dubaï, comme les États-Unis, etc. Ça fait partie de la vie. Maintenant, on se relève. Je suis persuadé que de l'Afrique, je rebondirai là-bas. Et c'est pour ça que je fais venir Michael J. White, qui est un acteur de films d'action, qui sera le 2 décembre à Dakar, présent pour le Fight Legend, qui est le plus gros événement qui a jamais eu lieu au Sénégal dans le kickboxing. Donc on a un gros événement avec des stars locales, mais des grandes stars locales du rap et autres, qu'on est en train de mettre avec nous. Donc on fait ce que j'ai toujours fait. Tu sais, j'ai toujours été, moi, un fan de Johnny Hallyday. J'ai parlé souvent avec Johnny. Et je sais que c'est ridicule, que je passe pour un primate quand je dis ça, mais je m'en fous. Mais je pense toujours à lui et ses shows et ses concerts où il se donnait à 100%. Et j'essaie de faire la même chose, mais dans le milieu du sport. Et pour faire plaisir à la jeunesse, il n'y a rien de plus honorant et qui te remplit que de voir des gens heureux d'avoir participé à un show, à un spectacle ou à un événement et te remercier de la qualité de ce que tu as fait. Et c'est aussi un hommage un peu à mes parents ou à mes grands-parents, à ma grand-mère qui me disait quand tu fais les choses, fais-les toujours à fond et correctement pour que les gens soient heureux et satisfaits de tes actes. Alors, petite parenthèse, hein, tu viens de nous parler aussi de Dubaï et du coup de la Chine, ce que tu faisais et tout. Mais moi, je sais quand même que tu as aussi un truc que j'ai toujours trouvé sympa parce que c'est des petits marchés, mais tu n'as jamais laissé tomber les îles, notamment l'île Maurice, tout ça. Tu continues quand même à avoir tes distributeurs là-bas, à te battre pour eux, parce que c'est des petits marchés de niche en fait, mais tu l'as toujours fait. Pour moi, il n'y a pas de petit marché. Et puis moi, je suis un petit mec avec une petite entreprise dans la mondialisation. Il faut pas rêver. C'est pas parce qu'on fait 50 millions d'euros ou qu'on s'appelle Eric Favre et qu'on a un peu réussi dans l'entrepreneuriat qu'on est des grands. On est des petits. Et moi, mon ADN, tu le sais, ça a toujours été d'aider les petits. Déjà parce que je n'ai pas les moyens d'aller vers les gros. Je n'ai pas cette philosophie. On a essayé de travailler avec des gros dans le monde du foot, etc. Mais on est dans un domaine qui est politisé, qui est financiarisé. Moi, je suis dans un côté beaucoup plus entrepreneurial, où je suis dans l'humain. Et j'ai toujours aidé les petits. J'étais à La Réunion il n'y a pas très longtemps. On a fait une tournée. Ça ne nous a pas empêché d'aller chez Decathlon, qui nous représente, chez des salles de sport, des magasins, des pharmacies. On a été à l'île Maurice. On continue l'île Maurice. Je vais continuer à les soutenir. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de pouvoir aider à réaliser des rêves de ces gamins qui s'entraînent et qui ne pourront jamais sortir de leur île. Et quand une main se tend vers eux pour venir mettre en avant leur qualité physique, leur opiniâtreté, leur persévérance pour pouvoir arriver à défendre leur travail et leur pays et leur couleur, bah oui, moi ça me rapporte peut-être pas beaucoup d'argent, mais ça me rapporte du plaisir, de la notoriété quand même pour la marque, mais populaire. Je reste un homme du peuple. Je resterai dans le peuple, l'élite ne m'a jamais intéressé et je resterai auprès du peuple. Eh bien, nous avons fait le tour du monde hein, en ta compagnie. J'aimerais connaître aujourd'hui ton rapport avec notre pays, la France, en toute sincérité. En toute sincérité, mon pays, la France, c'est celui où je suis né en 1963. Je l'aime, j'y suis fier d'être né en 1963. C'est un pays qui est magnifique. Mais en toute sincérité, j'ai honte d'y vivre en 2023 aujourd'hui. Je ne m'y retrouve pas. Je ne comprends plus le raisonnement de nos politiques, la compréhension du peuple. J'ai l'impression aujourd'hui que le peuple subit, que le niveau de pensée, que ce soit dans l'art, dans la culture, dans le travail, dans tout, c'est délité.
et qu'aujourd'hui on est à l'aube c'est l'aube de la médiocrité et qu'on se contente de la médiocrité parce qu'on nous explique qu'à l'extérieur que c'est encore plus difficile et autres. Et quand on voyage et qu'on voit des pays comme l'Asie, comme le Moyen-Orient, comme l'Afrique qui est en pleine expansion, où il y a de l'enthousiasme, où les gens, ou l'Inde, qui sont persuadés qu'ils sont devant des 30 glorieuses, où il y a une énergie, un enthousiasme, où rien n'est impossible. Ici en France, on a le sentiment aujourd'hui que plus rien n'est possible, que tout est compliqué et que dès qu'on veut faire un pas, on a un croche-patte qui nous empêche de bouger, quoi. Donc on se sent étouffé. Et comme j'ai pas envie d'être étouffé, j'ai pas envie de critiquer mon pays, mais à un moment donné, quand on n'est plus, comme le disait d'ailleurs, je crois Sarkozy ou je sais pas qui, si tu n'aimes pas, tu le quittes. Ben, je ne m'y plais plus, j'aime mon pays, mais je n'y suis plus vraiment heureux, donc je préfère le quitter et donner mon cœur et mon énergie et mon âme à une autre contrée qui, à mon avis, me correspond mieux, en tous les cas aujourd'hui. Et voilà, donc tu m'as demandé d'être sincère, je le dis sincèrement, et bien sûr que j'espère un jour ou l'autre que les choses évoluent pour que la France retrouve sa grandeur et ce qui lui est dû et ce qu'elle mérite. Tu auras 60 ans cette année. C'est une date particulière, hein, puisque c'était il n'y a pas si longtemps que ça, la date de la retraite. Tu te vois comment, c'est que ça génère? Je me vois, si tu veux, je ne me vois pas cantonné dans le temps. 40, 50, 60, pour moi, n'a aucune importance. Tu sais, je suis souvent parti du principe que le temps n'existait pas. J'essaye des fois de sortir des carcans éducationnels, culturels, ou ce qu'on veut nous faire penser ou croire. Je suis tout à fait lucide que je suis né le 27 décembre 1963 et qu'un jour je vais mourir. Et quand et comment n'a pas vraiment d'importance puisque je ne le maîtrise pas. Ce que j'essaie de maîtriser, c'est mon quotidien à travers ma santé, à travers ma pensée, d'avoir plutôt des pensées positives, d'être bienveillant, d'avoir la capacité de gérer mon énergie et de ne pas, quand je dis la gérer, c'est de ne pas dépenser plus d'énergie que j'en ai, parce que là tu tombes dans la maladie, ou tu tombes après dans justement, ne pas faire les choses correctement. J'essaie de faire des choses qui me plaisent, et j'aborde mes 60 ans comme j'ai abordé mes 30, je veux dire avec beaucoup de rêves encore en tête, avec beaucoup de choses à réaliser, et avec beaucoup de pragmatisme. Il y arrivera ce qui arrivera, mais tant que je suis vivant, que je peux mettre un pas devant l'autre, bah, je continue mon chemin allègrement et avec beaucoup de légèreté dans le cœur et dans la tête. Le jour où tu partiras, comme nous tous, hein, tu aimerais qu'on dise quoi de toi? Ça n'a pour moi aucune importance. Aucune importance. Franchement, tu sais, toute ma vie, on a dit plein de choses sur moi. Donc, de mon vivant, déjà, j'ai appris à ne pas y faire attention parce que c'est souvent blessant. Et même quand les gens ont envie de te faire plaisir ou apporter une note d'attention sur toi, on n'a pas toujours la délicatesse, et moi le premier, hein, la délicatesse de dire les bons mots et les bonnes choses. Donc je préférais qu'on ait une pensée silencieuse, qu'on ne marque rien, et que ce soit mes enfants et mes descendants qui portent ma mémoire, et ils l'aborderont comme ils seront à ce moment-là. Mais je serai plus que dans des vibrations, et ça n'a vraiment aucune importance, mais sincèrement. Merci beaucoup Eric pour cet entretien qui est comme toujours très très sincère, très honnête, très ouvert. Vraiment, je voulais te féliciter pour ton énergie, pour tout ce que tu déclenches et pour ta force, ton courage dans plein de combats. Et merci encore pour cet entretien. Je suis très content de l'avoir fait. Merci Jocelyn, et merci surtout à tous ceux qui nous suivent, qui consomment mes produits, qui sont dans notre environnement et qui me font confiance, qui sont fidèles. Et je dirais que c'est un petit peu mon moteur, c'est ça, c'est ce service client en tous les cas que j'ai hérité de mes grands-parents. Et c'est vraiment mon ADN, c'est de satisfaire mes clients, d'être à leur écoute, parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que je vis et que je peux exprimer cette liberté et ce besoin de continuer à avancer. Mon père, c'est un super héros. Je crois même qu'il a des pouvoirs magiques. Un jour, il a soulevé 2 gros sacs de riz pesant 500 kilos minimum chacun. J'avais oublié
Le jour où il a poussé une voiture tout seul, j'ai bien dit tout seul, il n'était même pas fatigué, ni rien. Waouh, j'avoue qu'il est fort. Je t'avais pas dit? Le jour où il a appuyé sur la poignée. Et paf! La poignée s'est brisée sous mes yeux. J'étais là. J'espère vraiment qu'un jour il me dévoilera son secret. Je veux être aussi fort que lui.